Bonjour à tous, bienvenue sur KTO pour cette nouvelle émission du travail dans tous les sens dans laquelle nous allons évoquer ce que certains avaient décrit en leur temps comme une utopie 68arde et qui a pratiquement disparu aujourd'hui, à savoir l'autogestion. Cette idée d'autogestion a-t-elle aujourd'hui encore un sens? Ce qui fut un temps considéré comme une alternative économique au capitalisme pourrait-elle renaître de ses cendres? Sous quelle forme? Ils vont pouvoir nous éclairer sur ce sujet. J'ai le plaisir de retrouver comme chaque semaine à mes côtés Joseph Touvenel, vice-président de la CFTC. Bonjour Joseph. Bonjour Priscilla. Et Jean-Eudes Tesson, chef d'entreprise. Bonjour Jean-Eudes. Bonjour Priscilla. Alors c'est au syndicaliste Joseph que je vais m'adresser en premier. L'autogestion, Joseph, vous y croyez? Vous en avez rêvé, vous? Tout dépend de quoi on parle. Il y a eu toute une vague dans les années 60, 68, 70, révolutionnaire de lutte des classes. C'était l'autogestion parce que les capitalistes sont en train de pomper le sang des travailleurs. Il faut les chasser. Le patron est forcément un exploiteur, n'est-ce pas Jean-Eudes? Ça, je suis totalement... c'est une aberration. Si c'est pour dire que dans la communauté de travail, on peut avoir dans certains cas une cogestion ou une gestion par les salariés de leur entreprise. On a un certain nombre de cas, notamment des entreprises qui périclitent, qui sont en faillite, qui sont repris par les salariés. C'est-à-dire que les salariés deviennent actionnaires, deviennent ceux qui ont le capital. C'est-à-dire que rejeter le capitalisme, c'est-à-dire le capital, ce qui est un moyen, ce qui n'est pas une fin, ça c'est une aberration. Rejeter le fait qu'on ait quelqu'un qui décide qu'il soit un patron, c'est une aberration. Toute entreprise, y compris les entreprises en autogestion, qui sont souvent, quand on nous parle d'autogestion, vous regardez, en fait, c'est souvent des scopes. C'est-à-dire les salariés sont actionnaires, mais il y a bien une direction, il y a bien quelqu'un qui décide. Ça, c'est pas mal. Ça fonctionne dans un certain nombre de cas, avec, comme toute entreprise humaine, des avantages et des inconvénients. Donc, si c'est pour amener les salariés à prendre plus de responsabilités, c'est ça l'objectif d'une entreprise en autogestion? Ça s'appelle notamment la participation et la participation des salariés sur les grandes orientations de l'entreprise. Et ça, la CFTC y est favorable, mais depuis l'origine. Et Jean-Eudes, que dit le patron que vous êtes? Le patron que je suis, il distingue ce qu'on appelle l'autogestion de l'actionnariat salarié. Que l'actionnariat soit en totalité détenu par les salariés ou pas d'ailleurs. Mais ce qui est derrière l'autogestion, il y a le mode de gestion. Ça ne concerne que le mode de gestion. Dans l'autogestion telle qu'elle a été fantasmée, rêvée, on était dans un concept anarcho-trotskiste ou communiste. D'ailleurs, il n'y a aucun exemple d'autogestion sous ce mode-là qui ait marché. Oui, il y a eu des tentatives en Amérique du Sud qui ont été avortées, mais ça, on n'a pas aucune preuve qu'elles auraient réussi à terme. Et en fait, ce que l'on a imaginé, c'est qu'il n'y ait plus de chef. En réalité, c'est ça. C'est ça qui était C'était ça. Il n'y a pas de chef. Je suis désolé, mais il faut un chef. Ou des chefs, c'est-à-dire qu'en fait, à chaque fois qu'il y a une tâche, il faut qu'il y ait un responsable. Et le responsable, c'est celui qui doit vérifier que la tâche est bien exécutée, qu'il l'exécute lui-même ou qu'il la fasse exécuter. Mais il y a une autre condition, c'est que celui qui a reçu délégation pour une tâche doit rendre compte de la responsabilité qu'on lui a donnée. Ça va dans les deux sens. Et ça, il doit rendre compte à quelqu'un. Et dans le système d'autogestion tel qu'il avait été imaginé, on rendait compte à personne. C'était finalement l'anarchie. Chacun faisait ce qu'il voulait de son côté. Simplement, et ce dont parle Joseph, c'est plutôt les entreprises dans lesquelles les salariés sont les actionnaires. Mais il y a aussi d'autres formes aujourd'hui de gestion partagée ou un peu originale. C'est ce qu'on appelle les entreprises libérées, ou plutôt qu'on devrait dire libérantes, dans lesquelles le pouvoir ou la responsabilité est partagée entre tous et avec l'idée de gestion, de pilotage de projet, le chef de projet n'étant pas forcément le supérieur hiérarchique. Mais c'est en tout cas ce système-là... C'est des formes très très souples, oui, il faut toujours... La clé de ces formes-là, si j'entends bien ce que vous dites, c'est ce qui a provoqué la naissance, enfin la mort-née de cette forme d'autogestion dans les années 70, c'est qu'il n'y avait pas de chef, qu'il n'y avait pas de responsable, personne ne rendait compte à personne. Si ce n'est
un grand manipulateur qui se met comme responsable en nous disant il n'y a pas de responsable ici, donc on va faire une assemblée générale. Et il y en a qui sont spécialisés pour manipuler les assemblées générales. Tous ceux qui connaissent un peu le trotskisme savent de quoi je parle. Et qu'à voir les assemblées générales d'étudiantes où on me dit les étudiants ont décidé alors qu'une petite minorité a tout contrôlé. Donc c'est le pire que tout. Ouais. Et dans l'image qui est donnée de l'autogestion, vous trouvez encore des modèles autogestionnaires où on nous parle du modèle autogestionnaire yougoslave. Alors vous savez que je travaille pas mal avec les syndicats européens, donc ceux issus de l'ex-Yougoslavie, et quand je leur parle de votre modèle autogestionnaire, les gars, de la dictature, c'est ça dont tu veux nous parler ? Où, soi-disant, on était tous à décider, mais il y avait le parti qui décidait, point barre. Donc il y a beaucoup de fiction. Hypocrisie. Par contre, redonner plus de pouvoir aux salariés dans les entreprises, notamment dans les organes de direction pour les plus grosses. Les conseils d'administration, les conseils de surveillance, on a de gros progrès à faire. En Allemagne, c'est ce qui se fait. Dans les plus grosses entreprises, la moitié des conseils est constituée de syndicalistes. Je n'ai pas l'impression que ça fonctionne plus mal. C'est-à-dire c'est une co-responsabilité. Et je note qu'en France, aujourd'hui, des organisations syndicales refusent cette co-responsabilité. Encore aujourd'hui, dans les plus grosses. Où elles disent non, mais attends, c'est pas notre affaire, ça. Des organisations syndicales de salariés, pas de. Oui. Force ouvrière, par exemple. Hein, Force ouvrière, encore, il y a deux jours, au Conseil économique social, s'est prononcé contre toute participation des salariés sur les décisions de l'entreprise. Sans doute parce que c'est une vision de lutte des classes. On oppose la force du capital à la force des travailleurs. Eh bien, je suis désolé, un chef d'entreprise est aussi un travailleur, et d'ailleurs un salarié est aussi un capitaliste, enfin dans la mesure où il touche un salaire. Preuve d'humilité et de confiance dans les autres, et voilà, s'appuyer sur les autres pour pouvoir être un bon chef, Je voulais réagir parce que on est en train d'aborder la gestion sous un certain angle, mais c'est tout à fait respectable ce que dit Joseph, avec les participations des salariés au conseil d'administration, il y a probablement des choses à faire. Mais il y a quelque chose qui a été transformé dans nos entreprises ces dernières années, c'est l'exercice du pouvoir. Autrefois, on avait une organisation très pyramidale, parce que le signe extérieur du pouvoir, c'était la détention de l'information. Je suis le chef parce que j'ai l'information et j'ai la capacité de distribuer l'information et je suis respecté parce que c'est moi qui donne l'information. Aujourd'hui, avec la technologie, l'information elle est bien plus partagée et finalement, ceux qui pensaient que leur pouvoir venait de leur détention de l'information sont très mal à l'aise aujourd'hui. Et il y a dans le management intermédiaire une certaine crise parce qu'on n'a pas su accompagner ce changement. Parce qu'aujourd'hui, le pouvoir, la légitimité du pouvoir, elle vient de l'exemplarité, elle vient de la compétence. Et l'exemplarité et la compétence, ce n'est pas seulement chez une seule personne. C'est quelque chose qui peut être partagé. Qui doit être partagé. Qui doit être partagé, d'où ce que l'on voit se mettre en place, justement, ce management 2.0, l'entreprise libérée dont je parlais. C'est bien plus facile de le mettre en œuvre qu'autrefois. Et ce n'est pas une critique que je faisais de l'ancien système, parce que c'était ainsi. Et aujourd'hui, on a des outils qui permettent, non pas de faire de l'autogestion, mais de faire une gestion associée, partagée, quelque chose de plus fluide, agile. Est-ce que ça marche avec toutes les formes d'entreprise, dans tous les secteurs d'activité, ou c'est plus adapté à certains secteurs d'activité, à certaines entreprises, plus petites ou grandes? On peut dire que tout ce qui est proche de la cogestion est peut-être plus adapté à des entreprises petites, parce qu'il y a quelques exemples où il y a 25 salariés, on voit très bien comment la communauté de travail qui se connaît, qui se fréquente tous les jours, peut fonctionner. Il y a des entreprises plus grosses, je pense par exemple à Chèque Déjeuner, c'est une SCOP, et donc tous les salariés sont actionnaires. Il y a une échelle des salaires entre le plus haut et le plus bas, et ça fonctionne très bien, puisque c'est une entreprise qui se développe à la fois en France, mais à l'international. Ensuite, je crois beaucoup, moi, à la patte humaine. Et donc, c'est la façon dont c'est fait. Il y a des entreprises qui ne sont pas des scopes, où il y a aussi une sorte de cogestion, parce que l'intelligence des dirigeants, c'est de fonctionner avec les autres. Et puis, il y a toutes les entreprises où le dirigeant, il est là uniquement parce qu'il est le fils, la fille de je ne sais pas trop qui. Il n'y connaît pas grand-chose, mais heureusement qu'il y en a qui bossent en dessous. C'est aussi une des réalités de transmission, où c'est le copinage, ça existe aussi. Donc, on peut estimer que, quel que soit le niveau, ça peut fonctionner. Comment fonctionne cette patte humaine ? Il y a des règles,
mais est-ce que le principe de subsidiarité dont on parle souvent et dont on va reparler, comment on respecte ce principe de subsidiarité? Mais encore une fois, n'écartons pas des grandes décisions, pas la gestion quotidienne, mais sur les grandes décisions, la réflexion sur l'avenir de l'entreprise. On n'a pas écarté les actionnaires, mais on n'a pas non plus écarté les salariés. Beaucoup plus intelligent à plusieurs. Moi, j'aimerais savoir, dans un type d'entreprise en cogestion, en autogestion, comment est-ce qu'on résout des conflits sociaux? Alors, vous disiez qu'il y avait nécessairement un chef, mais j'imagine que ce chef-là, il n'est pas dirigé, enfin, il n'est pas nommé par des instances extérieures, il est nommé en interne. Enfin, il y a quelque chose qui. S'il y a une entreprise qui a un dirigeant, les SCOP, on élit le dirigeant. Voilà. Oui, mais c'est pas de l'autogestion du tout. Non, c'est pas de l'autogestion. La question de président. Comment ça se passe quand il y a un conflit social en entreprise? Un conflit social. Parce que dans ces cas-là. Oui, comme chacun le disait étant Joseph, chef. on convoque une assemblée générale. On convoque une assemblée générale et ça peut partir dans tous les sens. C'est pour ça. Avoir une hiérarchie, c'est pas un gros mot. Encore faut-il que chacun soit à sa place et mérite sa place. Et donc, il y a une hiérarchie qui doit décider. Dans l'entreprise, c'est un contrat de subordination. C'est pour ça qu'il y a un contre-pouvoir qui s'appelle l'organisation syndicale. Et en cas de conflit social, le rôle des représentants des salariés, c'est justement de gérer, d'abord de l'éviter. C'est que même dans les entreprises en autogestion, il faut des représentants. Mais même dans les entreprises en autogestion, et j'allais dire peut-être surtout dans les entreprises en autogestion, à un moment donné, il faut bien qu'il y ait des représentants. Enfin, sauf s'il y a 10 salariés, à 10, ils peuvent se parler. Mais dès que ça prend plus d'ampleur, il faut bien qu'il y ait des représentants. Et puis, la négociation, la connaissance sur les dossiers, la connaissance sur les textes, qui tombent en masse en permanence. Ça, c'est sûr qu'il faut des professionnels. Mais absolument. On est bien d'accord. Pour connaître le droit du travail, c'est compliqué. Jean-Eudes? Mais le problème, il est réglé. C'est-à-dire? Il n'y en a plus d'entreprises en autogestion. Elles sont mortes. Elles sont toutes mortes. Mais oui. Parce qu'en fait, le modèle a vécu n'était pas suffisamment efficace. Oui. Mais vous avez quand même dit qu'il y a une importance. L'importance de la participation des salariés dans la décision d'entreprise. Ce qui n'est pas de l'autogestion. J'ai parlé de cogestion. Oui. Ce qui n'est absolument pas la même chose. Mais les SCOP sont une forme de... C'est de la Non, je ne sais pas. Pour moi, c'est de l'actionnariat salarié. Oui. Mais on peut avoir une SCOP très organisée, organisée de façon très pyramidale, si. Bon. En fait, on appelle ça maintenant l'actionnariat salarié. Oui. C'est une bonne chose. Redonner. Oui, enfin, ça peut être un peu plus que l'actionnariat salarié. Ça dépend quelle place ont les salariés dans les organes de décision d'entreprise. Bon, ça sera le sujet d'une autre prochaine émission. Les SCOP, à quoi ça doit ressembler? Quel type de SCOP existe-t-il en France? Voilà. Merci beaucoup à vous, à tous les deux, et à vous de nous avoir suivis sur KTO. Vous pouvez retrouver cette émission sur ktotv.com. À la semaine prochaine.